C'est parti pour un nouveau test de téléviseur sur la chaîne avec le Samsung QN90F, soit cette année 2025, eh bien le représentant du plus haut de gamme sur la partie LCD à rétroéclairage mini LED, mais Ultra HD et 4K. Oui, on n'aura pas de QN95F. Ensuite, au-delà de ce modèle-ci, eh bien, on attaque les modèles LCD mini LED. Et pour tous ceux qui voudraient aller chercher une autre techno, eh bien, c'est du côté de l'OLED que ça se passe avec le S95F, notamment le modèle que j'ai testé dans sa version 55 pouces sur la chaîne. Et alors, pourquoi je vous parle plus spécifiquement de celui-ci? Eh bien, parce que ce S95F, il utilise un filtre glare free de dernière génération, à savoir un filtre mat appliqué à la dalle. Comprenez que ce n'est pas le même traitement entre ces téléviseurs-ci ou les modèles de la gamme The Frame de chez Samsung. Vous savez, ces modèles de la famille des produits lifestyle qui sont vraiment conçus pour vous afficher ces œuvres d'art avec de multiples partenariats qui sont conclus à chaque fois par Samsung. Là-dessus, j'avoue, beau boulot de leur part. Je vous rappelle que ce QN90F, il est décliné dans de multiples diagonales. Ça va du 43 au 98 pouces. Moi, j'ai reçu ici la version 65 pouces, c'est peut-être celle qui se vendra le plus. J'en sais rien à vrai dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec du 43 à 98 pouces, ben là, c'est clair que Samsung veut vraiment avoir une famille de produits capables de concurrencer, eh bien, ces constructeurs chinois, Hisense et TCL en tête, je pense, qui proposent beaucoup de très grandes tailles d'écran. Peut-être un peu moins de toute petite taille, alors que Samsung, enfin toute petite si on peut considérer que 43 c'est une petite taille, mais en tout cas qui vont pas aller proposer des petites tailles d'écran avec pourtant des dernières générations de panneaux LCD à rétroéclairage mini LED. Mais attention, il y a une petite subtilité. Ici, le 65 pouces c'est 1490 €, et là où je vous dis que ça pourrait vite bouger, certes, dans les périodes de Black November, Black Friday et puis Cyber Monday, je pense clairement que Samsung va s'énerver. Ils ont pour habitude de bien bouger vendredi, samedi, dimanche, et puis ensuite ça a tendance à redescendre. Mais cette année, le marché de la télé a été tellement compliqué que ça démarre assez fort sur les offres. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à les consulter. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est encore une fois concurrencer ceux qui sont en train de pousser très fort derrière ce leader du marché depuis 19 ans. Et je pense que la 20e année consécutive du leadership sur ce marché de la TV est quasi bouclée pour Samsung. Je pense qu'au moment du CES, on en saura un petit peu plus, mais je les vois pas se faire dépasser comme ça de sitôt. Ils ont quand même une petite avance sur la concurrence. Néanmoins, ça remonte fort du côté de chez TCL, ça remonte très fort aussi du côté de chez Hisense, qui sont désormais passés devant LG par exemple. Et le Hisense, eh bien l'alternative et produit concurrent à celui-ci, eh bien c'est le U8Q, et le TCL, c'est par exemple le C8K. C'est des produits que je vous ai testés sur la chaîne, et pour la partie pure du budget, pour l'instant, ça me semble un peu mal engagé pour Samsung, même si je ne doute pas qu'ils peuvent réagir très vite, parce que le U8Q comme le C8K, dans les versions 65 pouces, enfin, dans la version 65 pouces de chacune de ces deux références, eh bien, ils sont à environ 1000 € prix public constaté. Je m'attarderai pas trop sur la partie caractéristiques techniques. D'abord, parce que j'ai à cœur aussi de réduire la durée des vidéos de test qui me prennent beaucoup trop de temps à réaliser, des vidéos très longues. Merci à vous tous qui les regardez, qui commentez et qui réagissez parfois à des parties un petit peu non pas en fin de vidéo, mais sur une bonne partie déjà bien entamée de la vidéo. Donc merci déjà à vous tous. Et puis le deuxième point qui m'invite quand même à aller assez vite sur cette partie caractéristiques techniques, c'est que depuis plusieurs années maintenant, Samsung ne communique absolument plus aucun détail sur ses dalles. Donc je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. J'ai quand même essayé, pour tout vous dire, de compter le nombre de zones avec une boucle qui est disponible sur le Blu-ray de Spears & Mansell, une boucle qui déplace tout simplement un petit carré lumineux, et en fonction de ce qui se passe, on peut essayer de compter le nombre de blocs qui varient. Dans le déplacement horizontal, ça va à peu près, j'ai réussi à compter. Sur la partie verticale, ça va beaucoup trop vite, donc je ne vais pas prendre de risques. Au passage, je dirais juste quand même que Samsung, je le rappellerai, Samsung s'approvisionne aussi dans ses dalles chez TCL CSOT, et qu'on pourrait bien avoir des similitudes avec les modèles que j'ai évoqués juste avant. Mais bon, c'est sans certitude. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça va aussi dépendre de la diagonale qui va être proposée, parce que entre le 43 et le 98, Samsung ne s'interdit pas de sourcer la production de ces panneaux auprès de différents fournisseurs. Et par exemple, un petit point juste
d'informations, mais du 43 au 98, on va retrouver dans les extensions des références ces 3 dernières lettres, là, les fameux FAT ou FAE, de la même manière qu'ils existent également sur les gammes OLED. Alors on sait que sur l'OLED, le QD OLED est indiqué, se traduit par cette extension de référence qui est FAT, et dans l'extension de la référence qui est FAE, eh bien on sait que ce sont les modèles White OLED. Donc le premier FAT, dalle fournie par Samsung Display, dans le second cas, dalle fournie par LG Display avec cette techno White OLED. Et bien sûr, c'est Neo QLED, le FAT, qui concerne uniquement le 43 pouces, eh bien c'est certes du LCD, rétroéclairage mini LED, mais c'est une technologie LCD dite IPS ADS, et le FAE, eh bien ce sont des dalles VA pour les autres diagonales, donc on a du 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, dalles VA en 10 bits avec le filtre mat, et donc c'est là maintenant que je vais aborder aussi également cette partie ergonomie, fourni par LG Display. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, de toute façon, c'est cette technologie LCD, rétroéclairage mini LED, dans cette version 65 pouces. C'est du VA, une dalle, 10 bits, qui peut aller sur la partie gaming jusqu'à du 165 Hz. Là aussi, je vais vous en parler. On a le filtre mat. Voilà, ça c'était déjà pour les premières informations quant à cette partie ergonomie. Il y a un autre point qui est quand même très intéressant et qui est assez flagrant, c'est la finesse de ce 65 pouces. Il fait 27 cm de profondeur lorsqu'il est, comme dans cette configuration-là, monté sur son pied, mais le corps du TV, le châssis, est quand même très fin puisqu'on est sur 2,7 cm. Et ça, c'est plutôt une jolie performance sur l'aspect design. En revanche, il est vrai que c'est pas sans conséquence sur la qualité audio qui n'est pas dingue. Il faut bien le reconnaître. Là, ici, dans un bureau comme le mien, dans une pièce plutôt petite, ça fait largement l'affaire. Dans un salon qui va être un petit peu plus grand, ça va être... c'est pas foufou. Mais pour autant, c'est pas particulièrement mauvais au regard, là encore, du design du produit. Tout ça pour vous dire que, ok, on peut taxer l'audio de ne pas être génial, mais en même temps, quand on achète un truc quand même aussi plat que cela, il faut pas s'attendre à ce que ça fasse des miracles. Et vous connaissez néanmoins aussi mon point de vue sur le sujet. Aller vers ce genre de TV qui promet une qualité d'image supérieure, ça reste quand même assez dommage si on ne peut pas parfaire l'expérience avec un son de qualité. Alors vous aurez plusieurs options, dont celle qui consisterait peut-être à vous équiper d'une barre de son chez Samsung pour retrouver notamment des systèmes de diffusion sans fil comme le Q Symphony, et puis surtout que les barres de son de chez Samsung, elles ne sont pas mauvaises, notamment les 990 Co. C'est quand même quelque chose qui a du coffre, qui envoie assez fort, sur lequel Samsung travaille le design un peu sur la partie barre de son. Il y a eu quelques évolutions cette année au niveau des gammes, et puis le caisson de basse qui lui est devenu beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, et ça peut être intéressant peut-être pour ce fameux facteur d'acceptation. Non, je vais pas pousser cette phrase plus loin. En tout cas, voilà, c'est un truc qui clairement peut s'accommoder très bien avec les barres de son de chez Samsung. À un détail près, et alors là que je ne comprends pas, je vais ouvrir une autre parenthèse de formation scolaire initiale. Je ne crois pas l'avoir déjà abordé sur la chaîne, mais j'ai un profil technique. J'ai fait un BTS en alternance qui m'a envoyé des bureaux d'études, bureaux des méthodes, de la CAO, de la DAO, de la CFAO, de la machine-outil, machine de mesure tridimensionnelle, etc. Et quand je vois des trucs qui frôle l'absurde comme ça, je vous cache pas que ça m'agace. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu dur sur le terme absurde. En l'occurrence, ici, comme je le disais, c'est pied central. Et alors ça, c'est super d'avoir un pied central, mais ce qui est sûr, c'est que le pied ici, il n'est pas réglable en hauteur. Et alors, quand on fait ce genre de choses, qu'on est en train de dessiner le produit et qu'on lui dit, ok, on va lui mettre un pied central, on se dit que quelque part, pas loin dans les bureaux, à côté de nous, on a justement ces fameux gars qui dessinent les barres de son ultra fines pour certaines, comme les séries S, qui du coup n'auront pas de problème pour passer ici juste en dessous, pourquoi pas. On n'a pas d'enceinte Atmos qui vont nécessiter que le dessus de la barre de son reste libre, c'est très cool, on va pouvoir positionner ici une petite barre de son, ou pourquoi pas la mettre un peu devant. Mais quand on a un système beaucoup plus sérieux comme les séries Q80, 990F par exemple, je reprends ce modèle-ci, parce que c'est un modèle qui, je pense, conviendrait bien dans la facture, peut-être dans la conception, dans le prix final de l'offre. Vous verrez d'ailleurs, Samsung
fera sans doute des offres. Bon bah à quel moment, quand tu fais ça, tu te dis que on va juste laisser un espace de 6 cm ici sous le châssis, mais l'espace sous la dalle, enfin au niveau où démarre vraiment l'image, eh ben c'est 7 cm au bas de l'affichage. Le genre de truc qui est à la fois trop juste pour accueillir une barre de son sans être masquée, parce que même si on la met devant, ici, il y a le pied qui va rendre la barre de son un peu, enfin, qui va faire en sorte qu'elle va un petit peu se balader, elle va être un petit peu en suspension, sauf si le tapis, sauf si les patins, pardon, qui sont en dessous sont assez hauts pour la faire passer, mais de toute façon, elle risque de grignoter peut-être un petit peu sur l'image. À quel moment on se dit, je fais un truc qui est trop bas pour accueillir une barre de son confortablement, et puis je fais un truc qui est trop haut pour que ce soit bien fini. Parce que si on veut un truc d'une jolie finition, on va plutôt avoir tendance à laisser ça un peu plus bas. Parce que vous le voyez, même ici, pour exemple, j'ai ma platine Blu-ray ici de chez Panasonic, et en fait, ça ne passe pas. Ça passe pas en dessous. Voilà. Donc c'est du coup quelque chose qu'on va être contraint de positionner sans doute bien en avant du TV. Et voilà, je sais pas, je comprends pas. Ces mecs sont capables de nous faire des solutions comme le boîtier One Connect, même si je sais là aussi que certains d'entre vous ne sont pas fan du dernier facteur de forme du boîtier One Connect qui a quand même... Alors avant il était épais, maintenant il est plus fin mais il est plus encombrant, il est plus large et plus long. Mine de rien, il y a une performance là-dedans. On est sur un câble unique qui lui aussi a bien grossi mais qui transfère à la fois l'électricité et les signaux vidéo avec de l'Ultra HD et puis même aussi sur des solutions 8K et puis ils nous font des trucs comme ça. Et alors que vous dire aussi, quand on passe à l'arrière du TV, eh bien on a ces rainures qui parcourent de part et d'autre, à gauche comme à droite, et qui rejoignent le pied central. Le pied central, il est lui aussi doté d'un cache que l'on va pouvoir enlever pour, là encore, passer les différents câbles. Sauf que, eh bien, on n'a que 4 rainures. Alors, pourquoi ne pas en avoir mis plus? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus cher, mais quand on se dit qu'on va déjà avoir 4 câbles HDMI, un câble réseau, peut-être, pourquoi pas, un câble pour la TNT, bon bah en gros, débrouillez-vous. Et puis surtout, débrouillez-vous parce qu'on n'a même pas à l'arrière un système de pince-câble qui va permettre de maintenir tout ça en place. C'est le genre de petites choses qu'on va retrouver chez TCL, je vous l'ai dit, il y en a ces petits clips. Alors moi, à chaque fois sur les TV que je reçois, ils sont pas livrés, mais on a des petits clips qu'on peut mettre qui vont bloquer les câbles. Panasonic aussi fait ce genre de choses. LG également, il me semble qu'ils ont également, oui, LG dans sa structure, ils ont des trucs pour bien bloquer les câbles. Bon bah eux, ils ont tout compris. Là, ici, on a 4 rainures d'une largeur quelconque. Soit mes câbles HDMI, j'ai de la bonne qualité et vont sans doute être trop larges pour rentrer là-dedans et être bien maintenus. Soit, eh bien, ils sont trop fins et de toute façon, ils vont finir par ne pas tenir et par tomber. Et résultat final, eh bien, ils vont se retrouver à traîner ici sous le téléviseur. Et finalement, eh bien, quand on va être assis face à son TV, on va avoir un espèce de amas de câbles et de différents fils. Donc, je trouve ça quand même dommage. Voilà. Bon, alors ça tient à pas grand-chose. Hein. Il faudra, enfin, je pense que n'importe qui saura bidouiller un petit peu son truc. Déjà parce qu'il existe aussi des choses qu'on peut acheter pour 3 francs 6 sous sur Internet qui sont des systèmes avec un adhésif double face et des petits clips. Mais les gars, quand vous faites un truc, allez au bout, quoi. Allez au bout, faites bien le design, faites bien la conception du produit, et puis on n'aura pas besoin, vous n'aurez pas besoin de m'entendre un petit peu râler. Ça faisait longtemps que j'avais pas râlé du côté de chez Samsung. Et puis je pourrais presque prolonger avec une petite raillerie sur la télécommande, mais là vous allez me dire que c'est de la retape parce que la télécommande, elle n'a pas changé, elle est petite, panneau solaire, il n'y a toujours pas de rétroéclairage, on a quelques touches de raccourci, Netflix, YouTube, Samsung TV+, Prime Video, c'est tellement minimaliste. Alors on peut aimer le minimalisme, mais là c'est à la fois minimaliste, tout plastique, rien de qualitatif, plus aucune innovation là-dessus. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous penserez de la suite de cette vidéo, parce qu'on va se parler, enfin je vais vous parler comme d'hab de la partie qualité de l'image, le gaming, etc., mais dans un format un peu différent par rapport à d'habitude. Allez, c'est parti pour le chapitre consacré à la partie qualité de l'image qui, sans réelle surprise, est plutôt bonne chez Samsung. Bonne, mais pas exceptionnelle. Le constructeur nous livre ici un TV mini LED qui n'a jamais réussi réellement à m'émerveiller outre mesure par un trait de caractère ou une compétence particulière. Attention, ne vous y trompez pas. C'est beau, et puis c'est propre aussi. Et à vrai dire, c'est même très lumineux, à tel point que toutes les images que vous allez voir, eh bien j'ai dû les tourner une seconde fois, car il y avait un réglage qui ne convenait pas à la captation, et tout était cramé, malgré le mode Vlog de mon Panasonic GH7.
Comme vous le voyez, les images sont dynamiques, c'est bien géré dans le traitement et c'est tout à fait convenable sur l'impression de justesse de l'image. Bon, avec les tests des Panasonic Z95B et Sony Bravia 8 M2 qui sont encore tout frais dans mon esprit, eh bien il est clair que les acteurs japonais ont toujours leur petite patte cinématographique qui fait la différence. Et c'est en cela que je vous dis que je n'ai jamais été réellement impressionné. Mais ok, ce QN90, il s'en sort bien. Par ses algorithmes, Samsung sait nous montrer que ses téléviseurs sont polyvalents dans le traitement des sources dégradées, en streaming, en 1080p, mais aussi via la TNT, par exemple. Le risque de voir des choses parfois grossières, comme on a pu l'avoir sur des téléviseurs TCL, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui, je vous l'accorde de moins en moins avec l'évolution des firmware, eh bien ces risques sont ici globalement moins importants. L'absence du Dolby Vision, je le sais, pourrait en contrarier certains d'entre vous, surtout après les annonces du Dolby Vision 2. Mais bon, la réponse du HDR10+ Advanced ne s'est finalement pas trop fait attendre, et forcément tout cela, eh bien, ça aura retenu votre attention. Et il convient naturellement de le garder en tête. Mais pour ma part, j'attendrai de voir de mes yeux comment ces deux futures déclinaisons du HDR vont se comporter sur les TV. En tout cas, côté Samsung, le choix reste toujours assumé sur ce sujet. Et de fait, en raison de l'absence du support de la norme Dolby Vision, vous pourriez aussi vous sentir quelque peu en manque de mode d'image que je qualifierais en tout cas de valable. Là encore, c'est avec les N modes d'image de Panasonic en tête que je me dis que de se limiter au mode cinéma et filmmaker uniquement, eh ben c'est un peu juste. Alors oui, il y a bien des modes standards, dynamiques, ou encore les modes avec la prise en charge de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, tout ça, eh bien on est proche du carnage, à moins d'aimer les images au rendu plutôt fantaisiste. Mais attention, la partie IA progresse chez Samsung, et parfois ça fait des trucs qui sont pas si mauvais que ça. Pour ma part, j'ai principalement opté pour le mode filmmaker, car le mode cinéma, dans sa configuration par défaut, en fait un peu trop sur la gestion du tone mapping. C'est dans le menu dédié justement que vous pourriez désactiver cette fonctionnalité qu'est le mappage actif, sans quoi tout est rehaussé et la fidélité de l'image est remise en question. Alors ok, ce sera au profit d'un rendu plus lumineux, mais pas plus juste au regard de la fidélité des couleurs, ou encore à la volonté de ce que veulent nous afficher les réalisateurs, les créateurs. Et c'est justement aussi ce qui me fait prendre un certain recul par rapport à ce que j'ai pu voir du HDR10+ Advanced, parce que quand on connaît la capacité des équipes de Samsung à nous faire ce genre de pirouette technique pour sublimer toujours plus les contenus, ou en tout cas pour les rendre plus accrocheurs, plus flatteurs à l'œil, eh bien forcément, pour ma part, je me pose des questions lorsqu'on sait que derrière tout cela, il y a des plateformes LCD, rétroéclairage mini LED, très performantes, très polyvalentes, et puis que demain, ce seront les plateformes micro RGB qui prendront la suite et qui là aussi en ont sérieusement sous le pied. Quoi qu'il en soit, du côté des contenus live, streaming via Netflix, Prime, YouTube, et bien du côté de chez Samsung, il faut bien reconnaître que tout est assez impeccable. Tout du moins lorsque l'on est installé bien en face du téléviseur. Et oui, je vous l'avais annoncé, si le filtre mat a pour lui d'être très efficace pour lutter contre les reflets de lumière ambiante, il ne semble pas toujours parfait. Des fois, on a l'impression que l'image n'est pas très nette, comme lorsqu'on se retrouve un peu désaxé. La gestion du local dimming, visiblement perfectible, fait que l'on souffre ici de fuites de lumière manifestes, sans doute en raison, là encore, de ce filtre glare free. Et que dire alors de cette impression que j'ai eue parfois de remarquer que les contours sont imprécis ou que l'image manque un peu de netteté. Vous pouvez remarquer ici des scènes filmées, certes de manière très désaxée, mais qui permettent aussi de remarquer une gestion perfectible des sous-titres sous Netflix. Je vous ajoute aussi ici les images filmées avec mon microscope qui vous permettent de matérialiser l'effet du filtre glare free, à savoir cette sorte de granularité sur la dalle LCD de type VA, comme on peut la reconnaître à la structure de ces pixels. Les fuites de lumière, aussi appelées donc blooming, sont ici accentuées sur cette démo en 24p et ce pattern consacré au test de fluidité de l'image. Un sujet sur lequel le QN90F n'assure pas de prestations particulièrement impressionnantes, en tout cas j'insiste sur ces contenus 24p qui sont une véritable torture technique. Le mode auto assure un bon travail sans prise de tête pour l'utilisateur, à moins qu'il ne souhaite utiliser les réglages manuels du mode personnalisé.
auquel cas il pourra jouer avec les deux curseurs proposés pour peut-être, au final, se rendre compte qu'il faut activer les options au maximum. Dans les situations en tout cas les plus complexes, car sur des contenus en streaming, sur Netflix en l'occurrence, et plus particulièrement sur la scène que je vous évoque depuis plusieurs vidéos tirées de la série La Défense Lincoln, où le mode auto est pour ma part un peu trop fluide. Il en fait trop. Et du coup j'ai pu remarquer qu'il est possible de réduire les réglages quasiment de moitié en mode personnalisé. Dès le niveau 6 pour la réduction du flou et des saccades, le rendu est bon, ce qui permettra, dans l'ensemble de la série, de profiter d'une reproduction qui ne sera pas aussi artificielle. Concernant la luminosité, vous l'avez sans doute remarqué, mais le QN90F n'en manque pas. Et Samsung s'en sort bien, d'ailleurs, dans le pilotage des sources les plus lumineuses. J'ai notamment pu le vérifier avec le pattern de test du Blu-ray de Spears & Mansell. Ici, il est question d'une boucle en HDR10+, à 10 000 nits, et je peux percevoir, alors vous ne le verrez pas à la caméra, que le signal, comprenez que les 10 000 nits sont interprétés et recalés sur la performance du TV. Je vous rappellerai que sur les derniers téléviseurs OLED compatibles HDR10+ et testés sur la chaîne, que pour ce même exercice en HDR10+ à 10 000 nits, les téléviseurs clippaient le signal à 4 000 nits. En résumé, donc, pour cette partie qualité de l'image, je dirais que oui, le filtre Glare Free appliqué ici à la technologie LCD Mini LED n'est pas sans conséquence sur la reproduction de l'image, qui est assurément différente. Mais c'est cette caractéristique technique qui pourrait bien faire la différence pour quiconque cherche justement à éviter les dalles brillantes qui inondent in fine aujourd'hui le marché. Les dalles OLED sont brillantes, exception faite bien entendu des modèles de chez Samsung. Les téléviseurs LCD sont eux aussi brillants, donc oui, encore une fois, Samsung propose quelque chose de différent. À vous de voir si cela convient ou non. Quant aux différents contenus visionnés, j'avoue ne pas avoir perçu l'absence du Dolby Vision comme étant quelque chose de très contraignant, car au final, la ressource est telle que l'image de ce Samsung nous en met plein les yeux. Ce qui m'emmène maintenant à vous partager quelques mesures. D'abord, les moins flatteuses, avec le mode cinéma HDR qui, comme je vous l'avais annoncé, est globalement à l'ouest en raison de l'application d'un surtraitement du taux de mapping. Enfin, c'est comme ça que je vais le résumer. Si vous n'avez pas perçu la différence à la vidéo, les mesures en sont ici la preuve. Certains pourraient apprécier le rendu très punchy, mais ce n'est pas mon cas. Sous ce mode, la sonde a relevé une luminosité en pic ici à 2474 nits environ et une luminosité à 100% à 855 nits environ. Une bonne performance, mais à vrai dire, ce n'est pas là le problème. Ce sont plutôt les mesures suivantes relevées sous le même mode qui vont sans doute vous refroidir. L'échelle de gris n'est pas bonne, comme le suivi des courbes EOTF ou luminance. Et que dire alors de la fidélité des couleurs avec un delta E 2000 moyen relevé à près de 4 et un max à près de 8. C'est bien mieux dans le mode d'image Filmmaker HDR qui, dans sa configuration de l'option mappage de ton, est en statique. Voilà qui respecte ainsi mieux la consigne. On est ainsi sur un delta E 2000 moyen à 2,29, mais on remarque toujours que certaines teintes talonnent ou dépassent même la dérive de 3. La luminosité en pic est relevée à 2585 nits et 853 nits environ à 100%. Et puis, il y a une dernière phase de mesure qu'il ne faut pas ignorer chez Samsung et qui consiste à forcer le TV dans ses options, tout comme le générateur de pattern en mode BT2020. Dès lors, la fidélité des couleurs est encore meilleure, avec un delta E 2000 moyen relevé à 1,37, mais comme vous pouvez le voir, certaines teintes affichent de fortes dérives, celles qui sont notamment sur le graphique à droite. Celles-ci correspondent en fait à une partie des mesures réalisées dans l'espace colorimétrique BT2020 que ce téléviseur ne peut pas atteindre. Et pour cause, puisque le QN90F ne verse absolument pas dans l'exploit, tant d'ailleurs sur la couverture du DCI-P3, qui est ici mesurée à 94,6%, que dans celle du BT2020 mesurée à 77,1%. J'aborde maintenant la partie gaming, impressionnante là aussi, avec une dalle annoncée comme étant compatible Ultra HD 165 Hz. Mais attention, pour l'activer, il faut ici faire l'impasse sur le rendu HDR et les signaux 10 bits. Il faudra se limiter à du SDR en 8 bits. Toutefois, c'est en Ultra HD 120 que j'ai eu les meilleures sensations,
impression sur le jeu une fois le téléviseur connecté à mon Razer Blade 18 et sa carte RTX 4090 mobile. La configuration Full HD 165 Hz fonctionne aussi très bien dans la perception de la fluidité, mais le rendu graphique est en deçà. Ma machine est-elle aujourd'hui assez performante pour jouer à de telles résolutions et de telles fréquences? Forcément, la question commence à se poser. Néanmoins, j'aurais fini par reprendre mes marques pour atteindre une impression en jeu très satisfaisante. D'autant que, comme toujours, Samsung complète la performance technique par une partie logicielle avancée. La Game Bar est parmi les plus complètes dans le genre, tant dans le choix des modes de jeu prédéfinis que dans les options d'affichage. On peut, par exemple, utiliser l'affichage d'une mini-carte, à condition, là encore, de ne pas vouloir activer le mode 165 Hz. Sur console, j'ai pris le temps de configurer l'affichage HDR pour un rendu optimal, mais sans Dolby Vision. Et puis, je n'ai pas remarqué de problème également lié au HGIG, mais peut-être que je n'ai pas testé avec les bons jeux. C'est sûr, l'ensemble ne manque pas de punch, bien loin de là. Tous les tests que j'ai menés sur le gaming, qu'ils aient été sur PC ou sur la Xbox Series X, permettent vraiment d'apprécier la très haute luminosité de ce QN90. Mais attention, parce que jouer dans le noir, eh bien c'est même assez intense et il faudra sans doute baisser un peu la luminosité du TV pour ne pas trop se fatiguer les yeux. En tout cas, le résultat est assez impressionnant dans la patate disponible, pardonnez-moi l'expression, mais aussi dans la fluidité. La gestion est vraiment très bonne. Je pourrais vous dire que je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, car oui, j'ai pu me faire plaisir sur ce modèle, mais il faut garder en tête que les angles de vision sont là aussi impactés par le filtre mat. Et pour en revenir sur cette promesse ou cette possibilité de jouer en 165 Hz, eh bien, comme j'avais commencé à le dire, il semblerait que cette définition Ultra HD, combinée à cette haute fréquence, font que l'ensemble est un peu trop exigeant pour mon PC portable, car l'expérience n'est pas parfaite. Parfois, ça coince en 165, et j'ai l'impression que c'est côté PC portable que ça ne passe pas. Car lorsque je retente l'expérience en 1080p à 165, c'est mieux, mais à vrai dire, sur un téléviseur dont la dalle est dite native 120 Hz, autant s'en remettre à ce mode d'affichage qui permet néanmoins de profiter d'une bonne expérience gaming. Expérience complétée, comme je le disais, par une Game Bar, mais aussi un Gaming Hub, et dans les deux cas, c'est sans doute ce qui se fait de mieux, de plus complet dans le genre. On y retrouve les services de cloud gaming comme le GeForce Now et bien sûr, du coup, la possibilité de connecter une manette en Bluetooth directement au téléviseur pour jouer à vos titres sans même avoir besoin d'un véritable PC. J'en arrive à la partie logicielle, avec un Tizen OS qui semble s'être offert quelques mises à jour qui le rendent un chouille plus rapide. Les quelques lenteurs que j'avais pu constater, dénoncer sur les derniers tests et que j'avais associées à une interface toujours plus riche ou toujours plus chargée, comme vous le voulez, sont visiblement de l'histoire ancienne. La migration vers One UI a fait du bien à ce système d'exploitation pour lequel Samsung nous promet un suivi plus sérieux avec 7 années de mise à jour garantie. Autant de bonnes nouvelles, notamment rendues possibles cette année grâce au processeur NQ4 AI Gen 3 pour lequel Samsung évoque une jolie montée en puissance, 17% de performance en plus pour la partie processeur, un GPU plus véloce de 2,1 fois et la partie NPU de la puce pour ses Neural Processing Unit s'offre elle aussi un petit boost de performance dans le but de toujours améliorer les traitements liés à l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'image ou le son. Mais la navigation dans les menus pourrait être plus agréable, plus intuitive, plus rapide encore avec une meilleure télécommande. Mais là encore, Samsung a ce qu'il faut pour faire la différence. Et oui, fort d'un écosystème de produits sans pareil, le constructeur a annoncé cette année des interactions possibles avec ses montres connectées. Et cela tombe bien puisque j'ai justement demandé pour l'occasion une Galaxy Watch 8 et que j'ai ainsi pu tester avec succès les fonctionnalités et les interactions disponibles entre les deux produits. Pour en profiter, il faut utiliser l'appli Mode Curseur disponible dans la montre et suivre le petit tutoriel de configuration et d'utilisation. En quelques minutes, il devient possible de piloter le système soit via les boutons présents sur l'écran de la montre, soit via des commandes gestuelles. Je commence d'abord par les boutons. Il est possible de changer de chaîne TNT, régler le volume, mais aussi de se déplacer dans les 4 directions, revenir à l'accueil ou encore presser la touche Retour. Concernant les commandes gestuelles, elles sont assez simples
et j'avoue avoir été agréablement surpris par la réactivité de l'ensemble. Un double mouvement de rotation du poignet vers le haut active la fonction et donc le pointeur qu'on déplace ensuite à l'écran sur un simple mouvement de la main dans les airs. Une fois sur l'icône ou le menu que l'on souhaite sélectionner, il suffit de pincer du pouce et de l'index pour valider. Serrer brièvement le poing une fois permet de revenir en arrière, alors que la même manœuvre, répétée 2 fois, permet de revenir à l'accueil. Et ce n'est pas tout. Poignet fermé, un mouvement rapide de l'avant-bras vers le torse permet de déclencher la lecture ou de la mettre en pause. Une dernière commande consiste à faire défiler son doigt sur le contour de l'écran, comme si la montre était dotée d'une lunette rotative pour défiler à nouveau de haut en bas dans l'interface. Celle-ci s'est avérée un petit peu plus capricieuse, mais dans l'ensemble, on dispose ici de quoi piloter les principales fonctions de nos contenus multimédia sans même avoir besoin de retrouver la télécommande perdue peut-être quelque part dans le salon ou avoir recours à l'écran de son smartphone. Et là, il faut quand même avouer que c'est plutôt pas mal pour beaucoup de situations du quotidien. Et voilà, c'est là-dessus que se termine le test du Samsung QN90F dans sa version 65 pouces. Vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce nouveau format consacré au test de TV. Concernant ce 65 QN90F, je ne vous le cache pas, m'a laissé un avis assez mitigé pour la partie filtre mat. L'impression est différente par rapport à ce que j'ai pu avoir sur les modèles OLED, plus précisément le QD OLED, puisque c'est le S95F que j'avais eu. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, j'insiste, pour être bien clair, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais. C'est assurément différent et là où c'est différent et là où c'est quand même moins percutant que sur l'OLED, eh bien c'est qu'on a pu le voir dans les images qu'il faut quand même bien se positionner en face pour ne pas être confronté aux fuites de lumière, à l'effet de blooming. Ça peut être quelque chose qui pourrait être amélioré par Samsung par le biais de déploiement de mise à jour qui viendrait mieux maîtriser le système de backlight. Donc je vous invite vraiment à vous rendre en magasin pour aller vous faire l'idée la plus précise de ce truc-là et de comment vous percevez les choses. Parce que moi là, par exemple, je suis en train de la regarder et je vois bien que c'est pas exactement ce que j'attends. Mais en même temps, si j'ai une pièce lumineuse comme dans mon salon en été et si je considère le fait que les téléviseurs LCD mini LED sont eux aussi désormais équipés de dalles de plus en plus brillantes, moi je dis ok, Samsung à nouveau il se positionne comme ayant une alternative. Est-ce que finalement ils se disent pas nous, sur notre LCD mini LED haut de gamme, on va proposer cette alternative puisque de toute façon, on ne pourra pas concurrencer, on ne pourra pas se battre avec les TCL et les Hisense sur les produits au tarif comme on les a annoncés, 65 à moins à 1000 € actuellement, qui se disent nous, la notion de valeur, on va l'instaurer par ce truc-là, on va l'instaurer par un design tout en finesse et on va l'instaurer aussi par une expérience logicielle. Tizen OS, les services qui sont quand même assez importants, assez intéressants, le Gaming Hub, la Game Bar, la dalle en 165 Hz, etc., les 4 prises HDMI 2.1 pour la partie gaming. Donc on est quand même sur un téléviseur, comme je l'ai dit dès le départ, qui a des choses à faire valoir, qui a des arguments pour se défendre, des arguments qui passent aussi par l'expérience IA, l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui me fait rêver, mais c'est pas quelque chose qui me parle, moi, les fonctionnalités de sous-titrage, de ce genre de choses. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui est important. Alors voilà, ok, il y a des choses qui m'agacent, la télécommande, et puis par le passé, il y avait les menus aussi qui m'agaçaient sur le produit, mais maintenant, on peut placer pas mal de raccourcis dans cette fenêtre-là, dans ce menu de pop-up, donc ça vient quand même un peu corriger les choses. Puis il ne faut pas oublier que là-dessus, comme on l'a vu, même si on n'a pas beaucoup de menus de réglage, ça va pas tenir la comparaison avec un Sony ou un Panasonic par exemple, mais pour l'essentiel, ça marche bien. Voilà, on est sur quelque chose qui est assez efficace. Samsung, ils maîtrisent leur OS, ils maîtrisent la partie processeur, ils maîtrisent plutôt bien la partie traitement de l'image. Je suis moins fan là aussi des gestions de l'image par l'intelligence artificielle. On a pas mal de choses aussi sur l'audio. Voilà, maintenant clairement, c'est à vous de vous exprimer dans la partie commentaires si vous le souhaitez. Et puis vous retrouverez aussi dans la description les informations qui, comme d'habitude, vous permettront
de nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Ça marche aussi si vous flashez avec votre smartphone le QR code qui s'affiche peut-être sur votre télé, si vous me regardez depuis votre TV. Discord, réseaux sociaux, et puis pourquoi pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous allez retrouver là aussi dans la description des liens d'affiliation pour acheter vos produits. C'est sous chacune des vidéos, et sur le Discord, il y a en plus dans le salon les recos, bons plans, affiliation, etc. un bot qui va vous générer à partir d'un lien que vous allez lui donner d'une boutique en ligne, il va vous ressortir des propositions des meilleurs prix avec leur historique, etc. si vous le souhaitez. Et puis, ces liens sont naturellement des liens affiliés auprès de mon partenaire qui est Affilize, que je paye, que je rétribue, lui aussi sur chacune des transactions que vous faites. Vous achetez, ça m'est reversé, mais je dois ensuite leur repayer une cote-part. Voilà, donc c'est la contrepartie pour que vous puissiez profiter de ces choses-là, et si vous avez aussi envie de me soutenir cette fois-ci peut-être plus directement, il y a un lien vers une cagnotte dans la description, et puis vous pouvez aussi striker le bouton en dessous boost, je vous le rappelle, ça donnera de la force à cette vidéo. Ouh, c'est dur, hein. Et puis il y a aussi le fait de rejoindre la partie membre YouTube. Vous verrez, le ticket d'entrée est pas très élevé. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.